La bataille d'Austerlitz, vue selon le général baron de Marbeau dans ses mémoires. Le lendemain 2 décembre, le canon se fit entendre au point du jour. Nous avons vu que l'empereur avait montré peu de troupes à sa droite. C'était un piège qu'il tendait aux ennemis, afin qu'ils eussent la possibilité de prendre facilement Telnitz, d'y passer le ruisseau de Goldbach et d'aller ensuite à Grossreigern s'emparer de la route de Brünn à Vienne, afin de nous couper ainsi tout moyen de retraite. Les Austro-Russes se donnèrent en plein dans le panneau, car, dégarnissant le reste de leur ligne, ils entassèrent maladroitement des forces considérables dans le bas-fond de Telnitz, ainsi que dans les défilés marécageux qui avoisinent les étangs de Satchan et de Melnitz. Mais comme il se figurait, on ne sait trop pourquoi, que Napoléon pensait à se retirer sans vouloir accepter la bataille, ils résolurent, pour rendre le succès plus complet, de nous attaquer vers le Santon, à notre gauche, ainsi que sur notre centre devant Puntowitz, afin que notre défaite fût complète, lorsque, obligés de reculer sur ces 2 points, nous trouverions derrière nous la route de Brünn à Vienne occupée par les Russes. Mais à notre gauche, le maréchal Lannes non seulement repoussa toutes les attaques des ennemis contre le Santon, mais il les rejeta de l'autre côté de la route d'Olmütz jusqu'à Blasowitz, où le terrain, devenant plus uni, permit à la cavalerie de Murat d'exécuter plusieurs charges brillantes, dont le résultat fut immense, car les Russes furent menés tambour battant jusqu'au village d'Austerlitz. Pendant que notre gauche remportait cet éclatant succès, le centre formé par les troupes des maréchaux Soult et Bernadotte, placé par l'empereur au fond du ravin de Goldbach, où il était caché par un épais brouillard, s'élançait vers le coteau sur lequel est situé le village de Pratzen. Ce fut à ce moment que parut dans tout son éclat ce brillant soleil d'Austerlitz, dont Napoléon se plaisait tant à rappeler le souvenir. Le maréchal Soult enlève non seulement le village de Pratzen, mais encore l'immense plateau de ce nom, qui était le point culminant de toute la contrée, et par conséquent la clé du champ de bataille. Là s'engagea sous les yeux de l'empereur un combat des plus vifs dans lequel les Russes furent battus. Mais un bataillon du 4e de ligne, dont le prince Joseph, frère de Napoléon, était colonel, se laissant emporter trop loin à la poursuite des ennemis, fut chargé et enfoncé par les chevaliers-gardes et les cuirassiers du grand-duc Constantin, frère d'Alexandre, qui lui enlevèrent son aigle. De nombreuses lignes de cavalerie russe s'avancèrent rapidement pour appuyer le succès momentané des chevaliers-gardes. Mais Napoléon ayant lancé contre eux les Mamelouks, les chasseurs à cheval et les grenadiers à cheval de sa garde, conduite par le maréchal Bessières et par le général Rapp, il y eut une mêlée des plus sanglantes. Les escadrons russes furent enfoncés et rejetés au-delà du village d'Austerlitz avec une perte immense. Nos cavaliers enlevèrent beaucoup d'étendards et de prisonniers, parmi lesquels se trouvait le prince Repnine, commandant des chevaliers-gardes. Ce régiment, composé de la plus brillante jeunesse de la noblesse russe, perdit beaucoup de monde parce que les fanfaronnades que les chevaliers-gardes avaient faites contre les Français, étant connues de nos soldats, ceux-ci, surtout les grenadiers à cheval, s'acharnèrent contre eux et criaient, en leur passant, leurs énormes sabres en travers du corps, « Faisons pleurer les dames de Saint-Pétersbourg ». Pendant que les maréchaux Lannes, Soult, Murat et la garde impériale battaient le centre et la droite des Austro-Russes et les rejetaient au-delà du village d'Austerlitz, la gauche des ennemis, donnant dans le piège que Napoléon leur avait tendu, en paraissant garder les environs des étangs, se jeta sur le village de Telnitz, s'en empara et, passant par le Goldbach, se préparait à couper la route de Vienne. Mais l'ennemi avait mal auguré du génie de Napoléon en le supposant capable de commettre une faute aussi grande que celle de laisser sans défense une route qui assurait sa retraite en cas de malheur, car notre droite était gardée par les divisions du maréchal Davout, cachées en arrière, dans le bourg de Grossreigern. De ce point, le maréchal Davout fondit sur les Austro-Russes, dès qu'il vit leurs masses embarrassées dans les défilés entre les étangs de Telnitz, Menitz et le ruisseau.
L'empereur que nous avons laissé sur le plateau de Pratzen, débarrassé de la droite et du centre ennemi qui fuyaient derrière à Austerlitz, l'empereur descendant alors des hauteurs de Pratzen avec les corps de Soult et toute sa garde, infanterie, cavalerie et artillerie, se précipite vers Telnitz, où il prend à dos les colonnes ennemies que le maréchal Davout attaque de front. Dès ce moment, les nombreuses et lourdes masses austro-russes, entassées sur les chaussées étroites qui règnent le long du ruisseau de Goldsbach, se trouvant prises entre deux feux, tombèrent dans une confusion inexprimable. Les rangs se confondirent, et chacun chercha son salut dans la fuite. Les uns se précipitent pêle-mêle dans les marais qui avoisinent les étangs, mais nos fantassins les y suivent. D'autres espèrent échapper par le chemin qui sépare les deux étangs. Notre cavalerie les charge et en fait une affreuse boucherie. Enfin, le plus grand nombre des ennemis, principalement les Russes, cherchent un passage sur la glace des étangs. Elle était fort épaisse, et déjà 5 ou 6 000 hommes, conservant un peu d'ordre, étaient parvenus au milieu du lac Satchan, lorsque Napoléon, faisant appeler l'artillerie de sa garde, ordonne de tirer à boulet sur la glace. Celle-ci se brisa sur une infinité de points, et un énorme craquement se fit entendre. L'eau, pénétrant par les crevasses, surmonta bientôt les glaçons, et nous vîmes des milliers de Russes, ainsi que leurs nombreux chevaux, canons et chariots, s'enfoncer lentement dans le gouffre. Spectacle horriblement majestueux que je n'oublierai jamais. En un instant, la surface de l'étang fut couverte de tout ce qui pouvait et savait nager. Hommes et chevaux se débattaient au milieu des glaçons et des eaux. Quelques-uns, en très petit nombre, parvinrent à se sauver à l'aide de perches et de cordes que nos soldats leur tendaient du rivage, mais la plus grande partie fut noyée. Le nombre des combattants dont l'empereur disposait à cette bataille était de 68 000 hommes. Celui des Austro-Russes s'élevait à 92 000 hommes. Notre perte en tués ou blessés fut d'environ 8 000 hommes. Les ennemis avouèrent que la leur, en tués, blessés ou noyés, allait à 14 000. Nous leur avions fait 18 000 prisonniers, enlevé 150 canons, ainsi qu'une grande quantité d'étendards et de drapeaux. Après avoir ordonné de poursuivre l'ennemi dans toutes les directions, l'empereur se rendit à son nouveau quartier général, établi à la maison de poste de Posoritz, sur la route d'Olmütz. Il était radieux, cela se conçoit, bien qu'il exprimât plusieurs fois le regret que la seule aigle que nous ayons perdue appartint au 4e de ligne, dont le prince Joseph, son frère, était colonel, et qu'elle eût été prise par le régiment du grand-duc Constantin, frère de l'empereur de Russie. Cela était en effet assez piquant et rendait la perte plus sensible.